Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce 23h et on commence par le sommaire de cette édition. La canicule persiste, l'alerte est maintenue dans une trentaine de wilayas, les températures avoisinent les 50 degrés et la consommation nationale d'électricité atteint des niveaux records. Sonelgaz et l'APRU appellent à rationaliser l'utilisation de l'énergie. Et cette vague de chaleur favorise également les départs de feu. 13 incendies sont toujours en cours, principalement dans l'est du pays. La protection civile poursuit ses opérations avec un important dispositif de lutte. Sur les routes, la vigilance reste de mise. 12 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation au cours des dernières 24 heures. Et à l'international, les tensions restent vives au Moyen-Orient. L'Iran annonce la suspension de son engagement au cessez-le-feu avec les États-Unis, tandis que les bombardements se poursuivent dans la bande de Gaza. Et l'Espagne est pratiquement championne du monde. L'Espagne a fini par faire sauter le verrou argentin en prolongation. À la 106e minute, Ferran Torres a ouvert le score d'un plat du pied après une déviation de Nico Williams. Jafar Mdour. Il va rester pratiquement... Eh bien c'est terminé. À l'instant, l'Espagne est championne du monde. C'est le deuxième sacre pour la sélection de la péninsule ibérique après celui de 2010 en Afrique du Sud. Les Espagnols donc sont champions du monde pour la deuxième fois. Vous l'avez dit, grâce à ce but de Ferran Torres lors du début de la deuxième mi-temps de la prolongation, 1-0. 106e minute pour être précis. Pour la précision, c'est exactement ça. Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone. C'est ainsi donc que se termine pour Léo Messi sa carrière à la tête avec l'équipe de l'Albi Céleste. Pas de deuxième titre de suite pour l'Argentine qui était champion du monde en titre. L'Espagne, champion d'Europe en 2024, devient champion du monde en 2026. Un titre amplement mérité tant la Roja a dominé les débats du début jusqu'à la fin de ce match. Merci beaucoup, Jafar Mdour. Évidemment, les détails juste après le journal. Dossier canicule maintenant, retour chez nous, où la canicule donc persiste sur une trentaine de wilayas. Les températures avoisinent les 50 degrés dans certaines régions et la consommation nationale d'électricité atteint des niveaux records, poussant de nombreux citoyens à se poser une question légitime. Jusqu'à quand cet épisode caniculaire va-t-il durer? Élément de réponse avec Alafir Hamadash, chef du département de la prévision générale à l'Office national de la météorologie. Il est au micro de Lies Telrini. L'ensemble des wilayas du nord du pays ainsi que quelques régions du sud du pays comme les oasis vivent actuellement un épisode qui se prolonge depuis quelques jours maintenant, vague de chaleur, avec des températures qui dépassent largement les normales de saison. On s'attend à ce que cette vague de chaleur persiste pour la semaine en cours avant une baisse de température progressive qui va s'opérer pratiquement sur l'ensemble des régions nord du pays, même sur les oasis à partir du 26 juillet. On pourra souffler, on perdra pratiquement 10 degrés, voire légèrement plus sur l'ensemble des régions du nord du pays. Les températures ont tendance à devenir plus des températures de saison. Et après donc ce point local, Lies Telrini nous fait le point de la situation à travers la planète. Le thermomètre s'affole aux quatre coins du globe et le continent africain paie un tribut de plus en plus lourd. Au Maghreb et dans toute la bande sahélienne, le mercure atteint des sommets étouffants, une chaleur extrême qui accentue un stress hydrique déjà historique. L'Europe occidentale se trouve également en première ligne après un mois de juin déjà classé comme le plus chaud jamais enregistré pour la région. Juillet enfonce le clou. En Sicile, un pic historique a été enregistré, mesuré à 48 degrés, tandis que la France et l'Espagne sont placées en alerte rouge. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. On compte déjà près de 10 000 décès excédentaires liés à la chaleur cet été sur le vieux continent. L'Amérique du Sud traverse elle aussi une situation inédite. En plein hiver austral, des pays comme le Brésil ou le Paraguay subissent des vagues de chaleur totalement anormales pour la saison, dépassant les 35 degrés, accélérant une sécheresse sévère en Amazonie. En Amérique du Nord, un puissant dôme de chaleur s'est installé de l'Utah jusqu'aux plaines du Canada, une crise globale exacerbée par le retour en force du phénomène El Niño. Face à l'urgence, les experts climat de l'ONU rappellent que sans une réduction drastique des émissions mondiales, ces étés de plomb deviendront très vite notre norme quotidienne. Et cette vague de chaleur entraîne également une forte augmentation de la demande en électricité. Face à cette situation, la Sonelgaz et l'Agence nationale pour la promotion de la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, l'APRU donc, appellent les citoyens à adopter des gestes simples afin de réduire leur consommation, préserver le réseau et surtout éviter les perturbations. Quels sont donc ces bons réflexes à adopter? Réponse avec Kamel Dali, chargé de mission au sein de l'APRU. Il est interviewé par Hamid Belkacem.
Nous préconisons à nos chers citoyens de faire très attention à leur consommation d'énergie, bien sûr moyennement l'utilisation du climatiseur, en réglant la température du climatiseur à 25 degrés, parce que on va sentir avec la canicule extérieure, on va sentir la fraîcheur à cette température. Il suffit d'avoir un écart de température de 10 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Et aussi, il faudrait éviter la démultiplication des appareils à utiliser dans le même foyer. Donc, si on a un seul climatiseur, peut suffire justement à rafraîchir toute la maison, surtout si la maison n'est pas totalement occupée. Et cette vague de chaleur favorise également les départs de feu. De nombreux incendies sont toujours signalés, principalement dans l'est du pays. Face à cette situation, la protection civile est mobilisée sur plusieurs fronts. Notre reporter Smaïl Mimouni a passé sa journée au Centre national de coordination des opérations au sein de la Direction générale de la protection civile à Alger. Il nous fait le point de la situation. Au Centre national de coordination des opérations de la Direction générale de la protection civile à Alger, où est assuré le suivi en temps réel des feux de couvert végétal à travers le territoire national. Zoher Benhamzal, chef du bureau de l'information et de la sensibilisation à la Direction générale de la protection civile, revient sur la situation des opérations d'extinction des feux de couvert végétal toujours en cours à travers le pays. Depuis 24 heures, plus de 173 incendies de forêt maquis ont été déclenchés dans plusieurs wilayas du pays. 13 incendies de forêt maquis et broussailles sont en cours. La situation actuelle, on peut dire qu'elle est maîtrisée. Il revient aussi sur les moyens humains et matériels mobilisés sur le terrain pour faire face à ces incendies. Il y a une réquisition du personnel intervenant à travers 44 wilayas plus l'unité nationale d'instruction et d'intervention. Des consignes fermes ont été données au profit des citoyens pour le bon déroulement des opérations pour éviter les pertes humaines. Une mobilisation qui se poursuit sans relâche pour maîtriser les foyers d'incendie et protéger les citoyens, les biens ainsi que le patrimoine forestier. Notons que ces incendies interviennent dans une période particulièrement sensible pour le secteur agricole, marqué par des opérations de moisson et de récolte de céréales. À Tiert, les services agricoles de la wilaya multiplient les actions de sensibilisation afin d'éviter les pertes liées au feu et rappellent quelques règles élémentaires à respecter pendant cette période. La correspondance de Houari Dilmi. Aucun feu de forêt n'a été enregistré à ce jour. La plus grande vigilance est de mise, surtout en pleine campagne au maçon-battage, où une simple étincelle peut provoquer des dégâts importants. Ainsi, les consignes sont de faire accompagner chaque moissonneuse-batteuse d'une citerne d'eau pour parer à tout risque. Des cas d'insolation ont également été enregistrés chez les enfants notamment, de même que des personnes âgées et malades chroniques comme les hypertendus, qui ont souffert de difficultés respiratoires et de maux de tête selon les services locaux de la santé. Alors que la canicule devrait se poursuivre dans la région jusqu'à jeudi au moins. Un retour à des températures plus clémentes est prévu à partir du 24 juillet. De Tiaret à Loridmi pour Alishan 3. Et après Tiert, direction Bouira pour faire le point avec notre correspondant Aris Chachour. La wilaya de Bouira est confrontée à plusieurs incendies de forêt, dont deux de grande ampleur. Le premier est à Al-Qala ou l'Adrasm dans la commune de Qadiria. Les équipes d'intervention, guidées par le directeur de la protection civile, appuyées par des avions bombardiers d'eau, poursuivent leurs efforts pour contenir les flammes. Le lieutenant Youssef Abdet, chargé de communication de la protection civile. L'unité secondaire El-Qadiriya, soutenue par l'unité du secteur Omar, l'unité principale de la colonne mobile de lutte contre les feux de récolte de Bouira et le détachement régional 6 à Bouira. Aussi, nous avons reçu du renfort avec des bombardiers d'eau AT-802 qui ont effectué plusieurs largages. L'opération est toujours en cours, supervisée par le directeur de la protection civile. Le deuxième foyer, localisé à Ouad Qmara dans la commune d'El Hashimiya, sous le commandement du chef de l'unité principale. Il a été enregistré un incendie au niveau de Ouad el-Qmara dans la commune d'El Hashimiya. Nos équipes sont intervenues par l'unité secondaire d'El Hashimiya, soutenue par l'unité secondaire d'Orj Khris, l'unité principale et un groupe relevant de la colonne mobile. L'opération est supervisée par le chef de l'unité principale. Les conditions climatiques actuelles sont particulièrement propices au départ de feu, faisant preuve de grande prudence. Bouira Aris Chachoua, Alger 3. Et de son côté, la Direction générale des forêts appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et à adopter quelques gestes essentiels pour prévenir les départs de feu. Saïf Siali, directeur de la protection de la faune et de la flore à la DGF, répond aux questions de Neliman Nouali.
Il est strictement interdit d'utiliser le feu pour nettoyer et débarrasser de vos déchets. On demande aussi à certains agriculteurs qui utilisent les pneus pour clôture pour certains de leurs vergers de procéder au dégagement des arbres secs aux abords de leur résidence ainsi que aux abords des champs, d'éviter l'utilisation des fumigènes. Et 12 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation au cours des dernières 24 heures. Une campagne nationale de sensibilisation est en cours afin de rappeler l'importance du respect du code de la route. Zouhir Ben Hamzel de la protection civile est au micro de Smaïl Mimouni. Plus de 5219 interventions ont été effectuées dans les différents secteurs. C'est le cas des accidents de la route. Plus de 249 interventions ont été effectuées. Malheureusement, 12 personnes sont décédées et plus de 284 autres blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Mascara. La cause reste le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, les dépassements dangereux. Pour cela, il est recommandé aux conducteurs de respecter les consignes de sécurité, les recommandations données dans le domaine de la sécurité routière. Il faut une conduite responsable. Le numéro vert, le 1021 et le 14 sont à la disposition de nos citoyens. Il ne faut pas hésiter à signaler des accidents de la route. Et sur une note plus légère, un programme de classe éducative vient d'être lancé au profit des enfants de la communauté nationale établie à l'étranger. Cette initiative a pour objectif de renforcer leur lien avec l'Algérie à travers des activités pédagogiques, culturelles et récréatives organisées dans plusieurs wilayas du pays. On écoute le reportage de Sarah Haferses. Lancement de la première édition des classes éducatives pour les enfants de la diaspora algérienne. Objectif, renforcer leur attachement à l'Algérie. Sofiane Cheib, secrétaire d'État chargée de la communauté nationale à l'étranger. Cette initiative éducative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des plus hautes autorités du pays visant à renforcer les liens entre les jeunes générations de la communauté nationale établie à l'étranger et leur patrie d'origine. Profitant de la période de vacances d'été marquée par le retour de nombreux membres de la communauté nationale en Algérie, un cadre éducatif et pédagogique a été mis en place afin de permettre aux enfants de la diaspora de renforcer leur lien avec l'Algérie. Un programme éducatif pédagogique conçu pour les enfants de différentes tranches d'âge est établi. Mohamed Saghir Saadawi, ministre de l'Éducation. Nous avons préparé un programme complet qui combine un volet pédagogique élaboré par le ministère de l'Éducation nationale à travers un programme éducatif et pédagogique adapté aux différentes tranches d'âge et aux différents niveaux scolaires conformément à la stratégie de l'État. Le programme fait également découvrir aux enfants l'histoire, la langue et la culture algérienne. Mostafa Hidaoui, ministre de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse est associé à ce programme en proposant un ensemble varié d'activités éducatives et récréatives. Elles permettront aux enfants de la communauté nationale établie à l'étranger de renforcer leur maîtrise de la langue maternelle, d'enrichir leur connaissance des différentes périodes de l'histoire de l'Algérie et de mieux découvrir les traditions ainsi que la culture nationale. Pour rappel, les inscriptions restent ouvertes à tous les enfants souhaitant participer à ce programme éducatif. L'actualité internationale à présent avec une situation toujours très tendue au Moyen-Orient. L'Iran a annoncé la suspension de son engagement au cessez-le-feu avec les États-Unis, accusant Washington d'avoir violé le mémorandum d'Islamabad. Cette annonce a déclenché des attaques en Iran, en Jordanie, au Koweït et au Bahreïn, en plus de renforcer les tensions autour du détroit d'Ormuz. Sommes-nous à l'aube d'une escalade généralisée? Élément de réponse avec Philippe Martin, analyste politique, contacté par Rabea Slimani. L'Iran, ils ont le doigt sur le bouton parce qu'ils tiennent le détroit d'Ormuz et qu'ils l'ont fermé. Les Américains ne voulaient pas de l'accord qu'ils ont signé. Ils l'ont signé pour une raison, parce que le pétrole était au-dessus de $100 le baril. Dans ces conditions, ils sont en danger économique de krach. Les grands financiers américains et les pays du Golfe qui ont investi dans les sociétés aux États-Unis ont dit à Trump, maintenant tu signes un accord parce qu'on peut pas rester dans cette situation qui est trop dangereuse pour nous. Du coup, comme il est sorti de la zone rouge, il s'est fait rattraper par les caciques du parti républicain qui lui ont dit pourquoi tu as tout lâché. Donc, il se remet à bombarder. Le pétrole, il va repasser les $100-120 et à ce moment-là, Trump va de nouveau être sous la coupe des financiers.
Et au Soudan, l'exploitation des richesses naturelles contribue au financement du conflit. Dans son dernier rapport, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, le HCDH, alerte sur les exactions commises contre les populations vivant du commerce de la gomme arabique, notamment par les forces de soutien rapide, les FSR, et met en garde contre le rôle de cette filière dans l'économie de guerre. Il s'agirait d'une tentative de déstabilisation, selon Mohamed Hassan, ancien gouverneur du Nord Kordofan, joint par Kalima Hasnaoui. Les partis qui soutiennent les agresseurs tentent vainement de réduire les capacités de l'armée soudanaise par le pillage de la gomme arabique, l'or et le pétrole. Il s'agit d'une tentative de déstabilisation pour contraindre le gouvernement soudanais à accepter les conditions imposées par les partis étrangères qui veulent diviser l'État du Soudan et le soumettre à leur volonté. Et la grande information évidemment de cette édition, Jafar Meddour, l'Espagne est championne du monde. Absolument, Reda Menassel, ça s'est concrétisé il y a quelques minutes. Il y avait 0-0 après les 90 minutes de jeu, 0-0 après la fin de la première prolongation, et dès l'entame de la seconde prolongation seconde mi-temps des prolongations, eh bien, c'est le moment qu'a choisi Ferran Torres pour inscrire le seul et unique but de la rencontre qui permet donc à la Roja de s'adjuger cette Coupe du Monde ô combien méritée tant à la dominer cette rencontre face aux champions du monde en titre. Il s'agit là de la deuxième Coupe du Monde de gagner pour l'Espagne. L'Argentine, malgré son excellent parcours, devra attendre pour remporter une 4e étoile. L'Argentine qui a eu un jeu quand même assez brutal, on peut le dire. Malheureusement, ce fut le cas durant l'ensemble de la compétition. Ça s'est encore une fois concrétisé. Y compris face à l'Algérie, bien évidemment. Face à l'Algérie, mais c'était encore gentil contre l'Algérie. C'était seulement le premier match. La machine était en route du côté argentin. Mais là, ce qu'on a vu contre l'Angleterre en demi-finale, c'était vraiment très violent. Ça nous rappelle limite la guerre des Malouines entre l'Argentine et l'Angleterre. Ce soir, 5 cartons jaunes côté argentin, dont un carton rouge qui a eu peut-être son pesant d'or, qui a vu en tous les cas l'Albi Céleste terminer son match à 10-11. Et après les messieurs, place aux dames. Et oui, les dames, il s'agit de notre équipe nationale féminine qui a joué un match amical en fin de journée contre l'équipe de la Zambie. Un match nul, un but partout. Les Algériennes étaient menées 1-0 avant de voir la capitaine égaliser sur penalty. Il s'agit de Sofiane Guellati. C'est un match très engagé athlétiquement. On a bien travaillé physiquement, je pense, et on est revenu dans le match avec ce but à la 90e, il me semble. Ça prouve nos ressources mentales. Je pense que c'est un bon niveau d'Afrique. Après, oui, on avait une maîtrise quand même technique en première période. On est revenu en deuxième un peu en dedans, mais on a eu la maîtrise globalement dans le match et on a 2-3 occasions qu'on doit mettre au fond, mais je fais confiance à mon attaque. C'était Sofia Guellati, donc la capitaine de l'équipe nationale féminine, qui a même lancé un appel. Elle demande à ce que le public soit présent le 22 juillet, mercredi à 19h, pour le second match amical entre l'Algérie et la Zambie. C'est très important puisque les Algériennes préparent la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter le 25 juillet. On a nos chances ? On a nos chances. On va débuter contre le Sénégal qui est une grosse équipe, mais l'équipe se prépare très très bien. Elle a l'expérience de la précédente édition. On espère qu'elle arrivera à faire aussi bien. Merci beaucoup, Jafar Meddour. Et on arrive évidemment à la fin de ce journal. Merci beaucoup à Zine Khawa derrière la vitre. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une petite heure pour un autre flash d'informations. À tout à l'heure.